Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut David, bienvenue. Salut Samuel. Bienvenue sur Domino Podcast. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir ici. David, comme un peu, je laisse tout le monde le faire, je te laisse te présenter, nous parler un peu de toi. Avec plaisir. Je m'appelle David Piry. Je suis un entrepreneur de 40 ans. J'ai grandi à Paris. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai 3 enfants. Marié à une entrepreneur. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans la tech. Pour pas dire toute ma carrière. J'ai travaillé dans l'IT. Vraiment dans l'IT un peu... le cœur du réacteur au groupe Publicis. J'ai bossé après assez longtemps en indépendant. J'ai monté plusieurs boîtes dans l'e-commerce. J'ai monté des boîtes assez exotiques dans les huiles essentielles biologiques, dans le thé avec ma femme. J'ai monté des boîtes de conseil après. Je suis passé plutôt dans la partie commentateur de la tech plutôt que faiseur de la tech. Et j'ai monté une boîte avec mon ancien associé, Camille Kejman, qui était spécialisé dans l'animation, la création et l'animation de lieux d'innovation. On a fait ça quelques années pour des grandes marques françaises, des institutions publiques. On a créé, pour le compte de la BPI France, on a réfléchi au concept du hub, par exemple. On a créé un espace qui s'appelle French Tech Central à Station F. On a accompagné le groupe LVMH dans la création de son incubateur, la maison des startups. Et donc, on faisait beaucoup ça. Des lieux d'innovation qui étaient à la fois des outils de transformation pour les entreprises, transformation de leur culture, de leur manière de travailler, et aussi des lieux d'ouverture vers le monde des startups. On a fait ça un certain temps, et puis on a vendu cette boîte à Faber Novel, qui est une boîte de conseil en transformation digitale française. Pour continuer à faire la même chose, développer cette activité. Et au bout d'un petit moment, j'ai été prendre la direction de Faber Novel aux États-Unis, à San Francisco. Donc j'ai passé 2 ans et demi à San Francisco, où j'ai appris plein de choses. C'était vraiment une très belle expérience. Et en rentrant à Paris, j'ai monté un autre projet qui s'appelle XRPL Commons, qui est une organisation non-profit basée à Paris et qui fédère la communauté des développeurs XRP Ledger. Bon, XRP, je pense qu'on a un bon sujet là-dessus. On est en plein dans l'actualité. On prendra le temps de parler, je pense, vraiment de cette actualité-là à la fin du podcast, donc dans la 3e partie. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Mais mis à part ça, moi, je veux revenir un peu sur San Francisco. C'est comment San Francisco ? Parce que on a un peu ce mythe, on a un peu cette manière, surtout à Paris, dans la Startup Nation, San Francisco, c'est un peu le haut du gratin. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment tu as vécu San Francisco ? Alors moi j'ai vécu San Francisco, je pense, à un moment un peu particulier parce que je suis arrivé l'année juste avant le Covid. Donc j'ai connu San Francisco florissante et puis j'ai connu aussi San Francisco sur la pente descendante. Et je pense comme beaucoup d'entrepreneurs avant moi, j'étais dans un cycle. Et San Francisco, c'est une répétition de cycles. J'ai appris plein de choses sur moi-même. Vraiment, San Francisco, c'est un endroit qui t'invite à te dépasser. Disons que le niveau général est quand même très très haut, donc pour être dans le game là-bas, il faut donner la meilleure version de soi-même. D'un point de vue tech, c'était vraiment très énergisant. Et j'ai aussi vécu San Francisco, la ville, avec tout le poids de son passé, ce qui fait que San Francisco est devenu San Francisco, donc un lieu de liberté, un lieu où tout le monde est invité à devenir qui il a envie d'être. Moi, j'ai vécu dans le Castro, qui est le quartier gay historique de San Francisco, qui a été à l'avant-poste du militantisme pour les droits civiques à San Francisco, mais aussi dans le monde entier. Et donc, vivant dans ce quartier, tu découvres en fait que pour arriver à ses fins, il faut être prêt à faire des efforts, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort,
et que tu peux aussi compter sur ta communauté locale. Le concept de communauté locale est extrêmement puissant à San Francisco. Et puis, c'est une ville qui s'est aussi énormément gentrifiée. Donc, on te parle du passé de San Francisco, mais tu vois aussi que la ville a une autre facette, avec une dichotomie très très forte entre riches et pauvres. Et je ne sais pas si on peut vraiment parler de pauvres à San Francisco, mais t'as deux pôles très opposés de deux populations qui vivent dans le même espace, mais qui ne se côtoient pas. Et puis un autre truc que j'ai découvert à San Francisco, c'est cette notion de safe space, donc de communauté, des gens qui se regroupent par centre d'intérêt. Tu retrouves ça dans l'intégralité des instances de la ville, donc les incubateurs pour female founders, donc qui sont réservés uniquement aux femmes entrepreneurs, les start-up studios transgender, les makerspace pour personnes de couleur. Et tu as cette notion qui se retrouve aussi dans les entreprises, dans ce qu'ils appellent les ERGs, Employee Resource Groups, où c'est complètement normal et ça fait partie de la culture de se dire qu'on va se retrouver ensemble par centre d'intérêt, par ethnicité, par tout un tas de points de convergence à l'intérieur d'un groupe plus grand. Donc cette notion de safe space m'a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris de ça, et je pense que j'en ai gardé une saveur assez particulière, de dire que tu peux créer des lieux, créer des communautés de gens qui ne se jugent pas, qui traversent les mêmes problématiques, qui ont les mêmes enjeux, qui du coup peuvent un peu baisser les armes, baisser les défenses et travailler vraiment sur les sujets profonds ensemble. Et aujourd'hui en France, tu penses que ça arrive, c'est présent, ou on est vraiment, on a beaucoup à apprendre? Alors je pense qu'on a des choses à apprendre, ça c'est clair. Ce que les Français, ou je pense que ce qu'on appelle en France de manière un peu triviale le wokisme, n'a pas du tout le même sens aux États-Unis. Bon, je ne vais pas rentrer dans des enjeux de politique, mais ce que ma perception de cette idée d'être ensemble en fonction de points d'intérêt convergents n'est pas une notion identitaire, communautariste, comme on peut le percevoir en France, mais plutôt trouver un lieu dans lequel on peut ne pas avoir à se soucier du jugement des autres, des préjugés, de l'image qu'on véhicule, et vraiment se concentrer sur l'essentiel et donc sur ce qu'on veut livrer. Et donc dans un univers d'entrepreneurs, c'est particulièrement marqué parce que les gens sont extrêmement concentrés sur le delivery, sur le fait d'arriver à shipper les produits qu'ils veulent shipper. Et il y a une chose que je sais sur toi, c'est que tu es un community builder. Et là, on le voit déjà juste dans ta manière d'analyser. Directement, on est parti sur de l'analyse de communauté. Je pense que c'est aussi pour ça que tu as créé XRPL Common. Parle-nous un peu de ce que c'est déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette non-profit? Ouais, alors il y a dans l'univers de la crypto, ça remonte à la création d'Ethereum, cette notion de organisation non-profit, qui est cette notion de dire on veut construire un écosystème décentralisé, donc une organisation non-profit qui n'est pas une personne, mais un ensemble de personnes, peut prendre des décisions collectivement et peut aussi être le dépositaire d'un token ou d'une réserve de tokens. Donc à la base, créé plutôt pour des raisons de régulation. Quand on tire le fil de cette notion de non-profit, en fait, on s'aperçoit que c'est extrêmement puissant parce que ça permet de créer ce qu'on appelle les communs numériques, le bien commun, ce qu'on partage, ce qui est nécessaire au fonctionnement d'un écosystème. Donc à l'échelle d'une ville, c'est tout le système de transport public, c'est le système les espaces qu'on partage, le mobilier urbain, mais aussi ce que font les associations, par exemple, ce que font les gens qui font des choses de manière désintéressée, mais qui sont quand même nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Et aujourd'hui, donc, de manière digitale, de ce qu'on a pu comprendre, et ceux qui regardent Domino, ils le comprennent maintenant, la blockchain permet aujourd'hui déjà de créer de la confiance, et cette confiance peut être utilisée à créer des communautés. Comment est-ce qu'on crée une communauté simplement
XRPL, c'est quoi comme type de communauté? Je sais que vous avez aussi quatre grands piliers. Ouais. C'est quoi ces piliers et est-ce que c'est la recette au final pour créer une communauté ou c'est votre recette? Alors déjà, j'aime beaucoup ta définition de la blockchain. On a un terrain commun là-dessus. Pour moi, la blockchain, c'est vraiment un outil, un élément qui permet de créer de la confiance. Et la confiance aujourd'hui, c'est essentiel. Il me semble qu'on est rentré depuis quelques années dans la crise de la confiance. Les gens n'ont plus confiance dans leurs institutions, qu'elles soient financières, qu'elles soient politiques, médiatiques. La crise du Covid a montré aussi qu'il y avait une crise de la confiance dans tout ce qui était le monde médical. Et donc, l'une des raisons qui a fait que je me suis lancé corps et âme dans ce projet, c'est je crois fermement que la blockchain a quelque chose à jouer, une réponse à apporter. C'est pas la réponse, mais c'est un élément de réponse pour recréer de la confiance et donc refaire société. Donc, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec XRPL Commons? Comme tu as dit, on travaille sur 4 piliers. On est au carrefour entre 4 univers. Et c'est vraiment ma vision et c'est ma volonté de structurer Commons de cette manière. C'est de dire la vocation de notre non-profit, c'est de créer les conditions de la réussite pour les développeurs et les startups de l'écosystème. Donc maintenant, créer les conditions de la réussite, on peut définir les conditions de la réussite. Un certain nombre de crypto-fondations, ce qu'elles font, c'est qu'elles financent les projets. Et elles ont tout ça en commun, de financer les projets. Je pense que c'est bien, ça amorce, ça donne une impulsion, mais 2-3 ans après, qu'est-ce qui reste de ce financement si on n'a pas cristallisé autour d'autres choses? Mais il reste rien, il n'y a pas la stickiness, le fait de garder les gens présents autour de l'écosystème. Ce qui fait que les gens restent dans l'écosystème, c'est qu'eux-mêmes commencent à dépendre de l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher de la valeur, mais en retour, ils peuvent créer de la valeur pour d'autres. Ils deviennent interdépendants de cet écosystème. Et donc, créer les conditions de la réussite, pour moi, ça veut dire, permettre aux gens d'entrer dans l'écosystème. Donc, ça passe par l'éducation, apprendre, découvrir, se former. Et ça, je rentre dans le détail dans une minute. C'est fournir de la demande. Et pour moi, la demande, elle ne viendra pas de Madame Michu qui va utiliser la blockchain pour acheter son pain. Je ne crois pas forcément que ce soit le cas d'usage des prochaines années. En revanche, que les institutions financières, que les institutions publiques, les institutions gouvernementales s'emparent de cette technologie là où elle peut vraiment créer de la valeur. Je ne dis pas de s'en emparer pour la déployer partout, ça n'a aucun sens, mais là où elle peut créer de la valeur, et même de la valeur exponentielle, créer beaucoup plus de valeur que des solutions centralisées, ça c'est notre rôle de les convaincre, de les accompagner dans ce cheminement. C'est un process, c'est assez long, mais de transformer la vision qu'ont les institutions de la blockchain aujourd'hui vers quelque chose de vertueux où elles vont pouvoir créer de la valeur avec. Ça c'est le deuxième pilier. Deuxième pilier, l'adoption par les institutions et les grandes entreprises. Okay. Troisième pilier pour moi, c'est l'écosystème des développeurs indépendants, des développeurs qui sont en poste dans des startups, dans des organisations plutôt technologiques, et amener ces développeurs et des entrepreneurs à porter des projets. Okay. Pour ça, on a aussi tout un programme, notamment une résidence qu'on a annoncée hier à la conférence Impact Blockchain à l'Académie du Climat, une résidence qui va permettre à des gens du monde entier de venir travailler sur le XRP Ledger pour implémenter des solutions pour des problématiques du monde réel. Donc la première démarre en octobre sur le thème de la régénération. Ok. Ça, c'est le troisième pilier. Et dernier pilier, pour moi, c'est la communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à la même communauté, qu'on a des références communes, on a des valeurs communes, on a une histoire commune, on a un jargon commun. En fait, on a ce que j'appelle la mythologie. On a une mythologie en commun qui fait qu'on croit aux mêmes choses, qu'on va dans la même direction. Et cette notion de communauté, en fait, de corps de la communauté, on essaie de la créer avec plein d'outils, plein d'instruments. Okay. Et je vois que là, dans ce que tu as dit par rapport à la communauté, c'est beaucoup lié au passé. Mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est différent ? Oui. Pour créer une communauté malgré nos différences?
Alors, il y a toujours quelque chose qui nous rassemble. Il y a toujours des points communs. Donc, je pense que déjà, comprendre l'histoire du XRP Ledger, c'est important. Le XRP Ledger, c'est une technologie qui est quand même qui date pas d'hier. Ça a été créé en 2012. C'est quoi la différence entre XRP et XRP Ledger Oui, bien sûr. Il y a des associations d'idées qui sont faites, et donc avec plaisir de donner de la clarté, j'ai cette conversation au moins 4 fois par jour. Il y a donc le XRP, c'est le jeton qui s'échange sur la blockchain de layer 1 qu'on appelle XRP Ledger. XRP Ledger, c'est le nom de la blockchain, c'est le protocole. Okay. C'est un protocole qui a été créé en juin 2012, donc tu vois, il y a un moment maintenant, un bon petit moment, ouais. Par une société qui s'appelle Ripple. Donc quand cette blockchain est née, les gens appelaient ça blockchain Ripple. Ils confondaient le Ripple, enfin ils appelaient le Ripple le jeton, ils appelaient Ripple la société, et ils appelaient Ripple le protocole. Donc pendant des années, il y a eu un espèce de flou artistique là-dessus. Puis, il y a à peu près 5 ans, Ripple a mis en open source la totalité du code qui fait tourner le protocole. Ok, donc ça n'appartient plus à Ripple. Ça n'appartient plus à Ripple. Très bien. Il y a une communauté de développeurs indépendants de Ripple qui organise le maintien du protocole. Et Ripple est un des contributeurs du protocole aujourd'hui. Ils sont un contributeur important. Ripple est une boîte maintenant globale. Ils sont plus de 1000 personnes. Ils sont très actifs. Ils sont très visibles. Ils sont un modèle de réussite, à mon sens, dans l'écosystème de la blockchain. Mais donc, Ripple, c'est une société privée qui a développé des services SaaS pour des institutions financières principalement. Ils ont open sourcé le protocole sur lequel ils ont construit leur propre solution. Et donc, tu as aujourd'hui une centaine d'entreprises de petite taille, moyenne taille, grande taille, qui ont intégré le protocole dans leur service. Ok. Voilà. Et tu as une communauté, je dirais environ d'une centaine de personnes qui contribuent à la maintenance du protocole. Certains sont salariés de Ripple, certains sont dans d'autres boîtes. Tous ont en commun de vouloir que le protocole évolue, reste pertinent, ajoute des nouvelles fonctionnalités. Ok. Du coup, on va passer à la partie 2 où on va vraiment parler de communauté. Donc, à tout de suite. On est de retour. Et donc, là, on va parler principalement de communauté. Comment est-ce qu'on construit une communauté et comment on construit surtout une communauté qui est résiliente au final. Je pense que construire une communauté, c'est déjà un bon départ. Mais après, une communauté qui reste dans le temps, c'est quelque chose d'autre. Alors, je crois déjà pas que la notion de construire une communauté soit tout à fait le reflet de la réalité. On ne construit pas une communauté. Une communauté, c'est organique. Donc, par définition, c'est des gens qui se retrouvent dans des projets, dans des valeurs, dans des idées, et qui interagissent les uns avec les autres. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, entendons-nous, il y a la communauté au sens un groupe de gens qui font des choses ensemble, qui font des projets ensemble. Il y a la commu, c'est-à-dire les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux avec qui tu as peu d'interaction, peu d'engagement. Donc pour moi, dans la notion de communauté, le mot in extenso, c'est des gens qui sont actifs, des gens qui supportent, des gens qui soutiennent, des gens qui s'engagent. Et donc, pour moi, une communauté est résiliente s'il y a une forme d'interdépendance entre les gens qui sont dans cette communauté. C'est-à-dire que je réussis si toi aussi tu réussis. J'arrive à obtenir ce dont j'ai besoin pour mon projet, et en échange, je donne quelque chose à quelqu'un qui en a aussi besoin pour son projet. Moi, je suis très inspiré par le monde open source. Les communautés open source, par définition, c'est des groupes de gens qui croient à la même finalité, qui vont donner de leur temps, sans contribution financière, a priori. Tu as des projets open source aujourd'hui qui réussissent à monétiser des choses, et tu as des outils qui se développent là-dessus, mais la raison pour laquelle les gens rejoignent des projets open source, a priori, c'est pas l'argent. Mais souvent, les gens se sentent un peu... il peut y avoir des commentaires, ou même le public, en général, comprend pas trop cette idée, parce que on se dit, ce que je vais créer va amener une innovation incroyable. Au final, il va y avoir une autre boîte qui va implémenter ça dans son projet, et cette boîte-là va faire des millions et des milliards. Et moi qui l'ai créé, au final,
je l'ai juste créé. Et comment ça se passe ? Alors, très, très simplement, la raison pour laquelle les gens rejoignent un projet open source, à la base, c'est pas l'argent, c'est pas l'attrait de l'argent, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est le challenge intellectuel, c'est l'envie d'appartenir à un mouvement, de pouvoir dire moi-même je fais partie de ce mouvement, parce que le mouvement incarne des valeurs un peu supérieures de liberté, de sécurité, de partage, enfin un certain nombre de choses qui font que si tu regardes les contributeurs Wikipédia, tu as des gens qui passent des heures et des heures à faire des modifications, des ajouts, des corrections dans Wikipédia. Ils n'en retirent aucun bénéfice personnel, si ce n'est que, Wikipédia existe, et en soi déjà c'est un bénéfice, et deux, ils font partie d'un groupe, il y a une émulation entre les membres de ce groupe, et ça pour moi c'est le cœur d'une communauté open source. Au passage, je le cite parce que c'est intéressant, on a un projet dans notre écosystème qui s'appelle Kudos, qui est développé par un monsieur très brillant, Matt Mankins, un ancien du MIT qui maintenant vit un peu partout dans le monde. Et son projet Kudos permet à des projets open source de recevoir des contributions et de déployer ces contributions à proportion de la contribution réelle de chacun. Donc mettons qu'il y a un projet, 150 contributeurs, certains ont contribué avec énormément d'énergie, de temps, ce qu'on appelle commit, on rajouté des morceaux de code substantiels, d'autres ont fait que quelques edits, évidemment qu'ils ne mériteraient pas la même rétribution. Maintenant, pour prendre ton exemple, si une boîte utilise une librairie open source et l'inclut dans son logiciel et vend ce logiciel, vend des licences pour le logiciel, ça serait bien juste que cette boîte qui tire un bénéfice d'un logiciel open source rétribue, redonne une partie de ce qu'elle gagne. Mais aujourd'hui, est-ce que ce serait bien, mais est-ce que c'est mis en place ? Est-ce qu'il y a un arsenal juridique qui permet ça ? Alors, c'est pas du tout l'aspect juridique qui va conduire à ce que l'entreprise reverse de l'argent, parce qu'en fait, les licences sous lesquelles les logiciels open source sont publiés permettent l'utilisation commerciale de ces logiciels. Donc, les auteurs du code open source disent dès le départ, je renonce à mes droits et vous pouvez l'utiliser dans un cadre commercial si ça vous plaît. Maintenant, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, ça serait intéressant et pertinent que cette entreprise reverse une partie de ses bénéfices à la communauté qui est à l'origine du projet open source. Pour je dirais, des raisons morales, mais aussi pour des raisons de pérennité. Parce que si ce logiciel continue d'évoluer, l'entreprise a besoin que la communauté open source continue de le faire évoluer. Donc, en fait, elle a besoin pour ses propres finalités financières d'encourager la contribution. Et du coup, ce qui empêchait de reverser de manière juste ces contributions, c'est que le coût d'un transfert bancaire aujourd'hui est supérieur au montant de la contribution que tu vas recevoir. Si tu as écrit 3 lignes de code dans un projet open source, peut-être que ce que tu mérites, si, je sais pas, je prends un exemple, si Microsoft reverse à un projet open source que Microsoft utilise dans un de ses logiciels 10 000 euros, et que toi, tu as écrit 3 lignes de code sur ces 10 000 euros, tu ne vas percevoir que peut-être 0,0001 euro. Ok ? Donc ça, c'était pas possible de le faire techniquement avec les solutions financières qu'on avait jusqu'à maintenant. Avec la blockchain, notamment avec le XRP Ledger, étant donné qu'on a des frais de transaction qui sont négligeables, tu peux faire un virement à quelqu'un de quelques centimes, et ça c'est transparent, ce qu'on appelle du micro-paiement. Donc le micro-paiement rend possible ce genre de projet. C'est ce que fait Kudos. Tu voulais juste... non, je vois très bien, mais maintenant, sur Kudos, est-ce que... qu'est-ce qui est mis en avant ? Est-ce que c'est la qualité du code ? Parce que parfois, on le sait, il y a 10 000 lignes de code qui ont été mises, mais ça fait une forme de copier-coller, quelque chose en tout cas d'assez basique, alors qu'il va y avoir 3 lignes de code, et ces 3 lignes de code sont la solution qui rend le code beaucoup plus effectif et qui gère un peu tous les bugs. Donc, est-ce que c'est la qualité ? Est-ce que c'est la quantité ? Qu'est-ce qui est mis en avant ?
poil caricatural ce que tu viens de dire, mais un tout petit peu, mais là je suis obligé de le faire simple ça pour. En gros, c'est très simple, mais je vais essayer d'abstraire un peu comment fonctionne Kudos. Ils utilisent des logiciels de type audit de sécurité. Okay. Donc, c'est des logiciels qui absorbent des énormes quantités de code et ils sont capables de créer l'arbre qui représente les contributions de chacun, avec un poids en fonction de est-ce que tu es un contributeur majeur, ponctuel, est-ce que c'était à l'origine du projet, etc. Donc c'est le seul élément tangible que tu es capable de récupérer. Tu peux pas savoir si quelqu'un a fait beaucoup de gestion de projet, mais pas beaucoup de production. Tu peux pas le voir dans le code. Donc, ils utilisent vraiment un aspect quantitatif, mais exhaustif par ailleurs. Ok, d'accord. Et du coup, là, on arrive en fait, de ce que je comprends, on arrive en fait dans quelque chose où maintenant, on peut voir quelle est la participation de chacun, on peut rétribuer à la juste valeur la participation de chacun, mais dans ce cas où, là, par exemple, c'est sur XRP Ledger, il y a aussi une fondation, donc il y a la capacité, on sait à qui s'adresser, mais quand il n'y a pas tout ça, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Il y a toujours des leaders dans une communauté. Donc, je reviens un peu à ta question initiale, qui est comment est-ce qu'on crée des communautés résilientes. Une communauté, c'est à la base un groupe de personnes très motivées, très engagées, et puis s'agrègent autour d'eux d'autres gens qui sont au début juste curieux, et puis qui se disent « Ah bah tiens, c'est pertinent, c'est intéressant, je vais contribuer en donnant de mon temps, en donnant un peu d'argent. » Des gens qui viennent supporter cette notion de petit projet qui grossit. Dans le monde de la blockchain, on a vu plusieurs typologies de communautés émerger. Et ça, moi, ça m'a fasciné. C'est vraiment par cette porte-là que je suis rentré dans la blockchain. Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'animais un lab d'innovation pour un grand groupe d'assurance français. Et on m'a demandé de chercher en 2019 à quoi servait la blockchain, comment ça pouvait être utilisé dans l'assurance, etc. Donc on s'est plongé dedans avec mon équipe. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de pertinence, mais on a aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément de sens. Alors du coup, ce bruit, c'est ce qui s'est amplifié dans les 3 dernières années. Et j'ai vu du coup se dessiner des trajectoires pour la blockchain. J'ai vu une trajectoire autour de la crypto. Donc vraiment l'univers des degens, les gens qui investissent, que ce soit des petits porteurs, des traders professionnels, et qui sont vraiment focalisés sur les cours. Le profit, oui, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça, mais ils pourraient trader des céréales, voilà, donc c'est un produit d'investissement. Et donc ça, en soi, c'est une communauté dans la blockchain qui, à mon avis, a été la communauté la plus visible au début, parce que les médias, évidemment, aiment bien ce qui fait du bruit, ce qui fait du sensationnel. Donc, savoir qu'en ayant investi 100, on peut gagner 1000, voire 10 000, voire 1 million. Ou perdre, exactement. On parle souvent aussi des grosses pertes, c'est pouvoir parler de ça. Ou les grosses pertes, les hacks. Les gros médias, les gros sites qui disent cette personne a un wallet avec 2000 bitcoins dedans et il n'y a pas accès. Tout à fait, mais c'est des histoires un peu sensationnelles, quoi. Et puis, et ça a aussi généré un certain nombre ça a aussi amené des nouveaux investisseurs qui maîtrisaient pas forcément tous les aspects des projets, qui comprenaient pas forcément toute la partie immergée, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas, comment les projets sont gérés, quelle est la valeur effective délivrée par le projet. Et donc ça a aussi donné lieu à tout un tas d'arnaques, de rug pull, et c'est ce que les médias mainstream ont retenu. Mais bon, soit. Je porte aucun jugement, vraiment, je décris juste ce que moi j'ai vu, tu vois. Donc la communauté crypto. Communauté crypto, une autre communauté qui a émergé plutôt 2020-2021, communauté NFT, donc des usagers là qui voient un aspect beaucoup plus playful, c'est-à-dire plus fun, plus sympa, donc un token avec une tête dessus, un visage, une image associée, et cette notion de collection, de capacité à garder très longtemps un objet digital en se disant que peut-être il va évoluer, prendre de la valeur, etc. Ou simplement le fait juste de collectionner. D'être dans une communauté et d'être un collectionneur. Tout à fait.
Et donc, moi, ça a été ma deuxième porte d'entrée dans la blockchain, par ailleurs, avec la naissance d'un projet sur Tezos qui s'appelle FXH. Moi, j'étais parmi les premiers. Pas forcément les premiers, mais oui, j'étais dans les premiers mois d'FXH à voir ce qui se passait. J'étais un passionné d'art génératif quand j'étais étudiant, j'en faisais. Je faisais partie de la démo scène. Alors, les arts génératifs, ça existait avant Midjourney, Alors, l'art génératif, ça existe depuis les années 70. Hein. Y a un certain nombre d'artistes qui ont qui ont fait de l'art génératif même avant les ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'art génératif est très lié à l'intelligence artificielle. Ouais, alors en tout cas, comment ça nous est vendu. Ouais, parce que le terme génératif maintenant est lié à IA générative, mais bien avant l'IA générative, il y avait déjà de l'art génératif, donc utiliser une notion d'algorithmie pour créer un pattern, pour créer une image, pour créer quelque chose de visuel, ça remonte bien avant même l'informatique. Hein. Annie Albers, la femme de Joseph Albers, elle faisait de la tapisserie générative. Et j'ai vu des œuvres, des NFT se vendre dans les 2 dernières années, qui étaient des copies de ce que faisait Annie Albers dans les années 60. Donc c'est intéressant de voir que everything is a remix. Ouais, c'est un éternel recommencement. Exactement. Donc le monde, moi je suis revenu dans la blockchain par cette porte-là. Je suis tombé vraiment avec beaucoup de passion dans une communauté d'artistes génératifs, de collectionneurs d'art génératif, où d'un coup, tu te retrouves avec des gens qui comprennent exactement pourquoi toi t'es là, puisqu'ils sont là pour les mêmes raisons, mais par contre, le reste du monde ne comprend pas. Et c'est aussi cette notion-là que je voulais souligner, qui est tu te retrouves dans une communauté parce que personne d'autre ne comprend vraiment ce qui te motive, ce qui te passionne, etc. Et Internet, la blockchain, mais Internet a rendu les communautés globales. Tu peux trouver quelqu'un qui a exactement la même passion que toi à l'autre bout du globe, qui comprend exactement comment tu fonctionnes parce qu'il fonctionne de la même manière, ce qui avant n'était pas vraiment possible. Mais ça, c'était quand même possible dans le Web 2, ce qu'on appelle le Web 2, qui est en fait l'Internet sur lequel on peut échanger. Qu'est-ce qu'apporte le Web 3 en plus de ça? Absolument, tout à fait. Alors, cette notion de communauté, elle est cette communauté en ligne, elle précède. Moi, j'ai 40 berges, donc j'ai connu l'époque de IRC, d'ICQ, des bulletin boards, donc les forums où tu allais chercher. Ça me parle pas, désolé. Non, bien sûr, mais Sonic 26. J'ai pas connu de manière active, mais je sais que ça existait et que ça précédait ce qu'on appelait les newsgroups, c'est-à-dire cette notion de partage à un groupe avec des clients terminaux, c'est-à-dire en ligne de commande, pour pouvoir échanger des messages avec un groupe de gens. Donc, l'informatique a rendu ça possible avec des interfaces utilisateurs qui ressemblaient pas vraiment à Discord. Hein. Mais qui était plus un peu, on va dire, le début des forums. Oui, exactement. Et puis donc voilà, tous les 10-12 ans, il y a eu une innovation en termes d'interface, mais en vrai, ça servait toujours le même propos, c'est-à-dire rassembler des gens qui veulent échanger librement, parler librement. Tu vois, si on regarde les podcasts ont connu un avènement assez récent parce que tu as une application de podcast dans ton téléphone, dans ton smartphone, et donc c'est très facile d'accéder à ça. Ouais, c'est ça. Mais tu pouvais déjà faire du podcast live avec Winamp, avec Shoutcast. Il y avait un certain nombre de plugins qui te permettaient d'avoir ta propre web radio il y a 25 ans. Et c'était ça un peu les radios pirates, et ce qui est aussi la base de la Silicon Valley, qui est quand même les radios pirates, et le fait que ces créations de processeurs, de microprocesseurs alors c'est tout ce qui touche, donc ça s'appelle la Silicon Valley parce que c'est le berceau d'Intel, tous les labos qui ont mis au point les microprocesseurs. Donc tu vois, un mec comme Gordon Moore, on parle de la loi de Moore qui explique que la puissance de calcul elle double tous les 18 mois. Gordon Moore sort d'un labo, un des Bell Labs, qui a mis au point, qui a inventé le microprocesseur. Et avant lui d'autres. La Silicon Valley a été, je pense, un catalyseur d'innovation, poussé par il y a un excellent livre qui a été écrit récemment par Gilles Babinet, qui s'appelle de mémoire comment la science
l'armée et les hippies ont créé Internet. Ouais, j'en ai entendu parler. Qui est une très belle narration de cette époque où communément les gens pensent que Internet vient de l'armée, vraiment. En fait, ça vient d'une volonté de gens qui avaient un peu un esprit hippie, de se dire en fait la connaissance devrait être accessible à tous, on devrait pouvoir échanger nos travaux de recherche. Donc c'était des labos de recherche qui se connectaient au début. Ça a été 2 universités, puis 3, puis 5, puis 10, puis assez rapidement, ça a maillé l'ensemble du territoire. Mais c'était avant tout une volonté de l'armée de pouvoir continuer à communiquer en cas de bombardement sur un centre de communication, donc d'avoir une forme de décentralisation du réseau. Ça c'est des histoires qui me passionnent, je peux en parler 2 heures. Mais pour revenir à la communauté dans le monde du Web3 et spécifiquement des NFT, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est la possibilité d'utiliser les NFT pour représenter, alors une transaction, mais en fait représenter l'ensemble de la chaîne de transactions. Et là, mon petit cerveau a explosé quand j'ai compris que pour un peintre, mon beau-père est marchand d'art, et donc la manière de vendre de l'art aujourd'hui, c'est j'ai un artiste qui donne un tableau à une galerie, la galerie vend le tableau, l'artiste, lui, il est plus jamais en contact avec son tableau, mais c'est lui qui fait la cote du tableau. Donc si son collectionneur revend le tableau en faisant une plus-value fois 100 sur le tableau, l'artiste, non seulement il n'est pas au courant, mais il en touche pas un copec, et pour moi il y a une forme un peu d'injustice. Totalement. Si tu regardes dans le monde de la musique, en France, on a un système hyper puissant, ça s'appelle la SACEM. Quand tu produis, ou t'écris, ou tu composes, tu écris ou tu joues de la musique, à chaque fois que ta musique passe à la radio, tu touches quelque chose. Donc c'est un système qui permet de tracer l'écoute, enfin la diffusion et l'écoute de ta musique. Et tu es rétribué pour ça. Il y a le super beau projet, l'épisode de la semaine dernière avec William, c'était totalement sur l'univers de la musique et qui expliquait ça parfaitement. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de l'appliquer à d'autres mondes de la création ? La création visuelle d'œuvres solides, ça ne s'y applique pas du tout. Donc la blockchain, en fait, permet de revenir à cette modalité de tracer les transactions, savoir qui est le créateur, qui est le propriétaire de l'œuvre à tout moment, pouvoir retracer cette linéarité en fait dans les transactions et de pouvoir incentiver le créateur à chaque fois qu'il y a une nouvelle transaction, donc une plus-value. Et est-ce que tu penses que du coup la blockchain permettra encore plus de création, ou ça va être juste la même mais mieux, mais plus juste, on va dire? Alors je pense non seulement qu'elle va permettre d'amener plus de création, mais surtout elle va pouvoir on va pouvoir utiliser les mêmes blocs d'infrastructure à d'autres endroits qu'on n'appelle pas forcément création, mais où il y a de la création intellectuelle. Et je pense notamment au monde de la recherche. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du monde de la DeSci, la Decentralized Science. C'est cette notion de laboratoire décentralisé. On n'a pas encore parlé des DAO, mais on va en parler. On va y arriver. Mais donc, c'est cette notion de laboratoire décentralisé qui répond à une demande profonde des doctorants, qui est: je veux travailler sur des sujets plus proches de mes préoccupations, pas forcément celles de mon directeur de recherche ou du patron du labo. Je veux capter la valeur de ce que je produis. Aujourd'hui, si tu regardes la recherche, j'en fais pas une critique, mais c'est une observation. Les doctorants publient des papiers, et puis ces papiers ils sont monétisés par des revues. Mais les doctorants, eux, ne captent pas cette valeur-là. Ils captent une valeur réputationnelle. Ça leur permet d'avoir de l'avancement dans leur carrière, mais ils ne bénéficient pas des fruits de la vente des articles qui sont publiés dans ces revues. Et donc, mis bout à bout, on est en train de reconstituer ce que les NFT font dans le monde de l'art. Pourquoi pas associer des chercheurs ensemble? Quand je dis pourquoi pas, c'est déjà en train d'être fait. Donc des chercheurs qui ont en commun de vouloir travailler sur les mêmes sujets, qui sont dispatchés sur la totalité du globe. Donc ils ne sont pas physiquement au même endroit, ils se mettent à travailler ensemble, ils utilisent la blockchain pour créer un niveau de confiance entre eux, pour définir comment est-ce qu'on va monétiser les fruits des travaux de recherche. Donc c'est une nouvelle famille de NFT qui est en train de voir le jour, des nouveaux standards qui sont en train d'être travaillés. On est aux prémices de ce monde-là. Totalement, je pense qu'il y a tout à faire encore sur ça. Mais moi, dans ce que je vois, c'est d'un coup un
une infrastructure qui a permis d'inventer les NFT, les profile pictures, etc., dans lequel, moi, personnellement, je me retrouve pas forcément en termes de création de valeur, ça me parle pas trop. Mais par contre, d'utiliser les mêmes briques technologiques, de l'appliquer à un autre univers, et là, d'un coup, ça me parle beaucoup plus. Ouais, totalement. Je me dis qu'il fallait en passer par là, il faut en passer par là pour qu'on trouve une application ultra pertinente. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, on l'a vu avec Internet, la manière dont Internet a développé, je pense, en l'an 2000, si on posait la question aux gens, qu'est-ce qu'Internet allait faire, sincèrement, s'il y a une personne qui a réussi à dire que Internet allait créer un métier qui s'appelle influenceur, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a vu venir ça, ou Internet allait créer vraiment de nouveaux médias, allait créer des choses totalement différentes, où là j'ai plus trop d'exemples en tête, mais tellement de choses qu'on n'aurait jamais anticipées. Je pense que ça sera la même. Aujourd'hui, si quelqu'un essayait de réellement définir ce que serait la blockchain dans le futur, il ne pourrait que se tromper en fait. Probablement. Alors, il y a notamment en Silicon Valley, il y a un métier qui est futurologiste. Okay. Tu peux essayer de prévoir. Avec des boules de cristal ou... Tu fais de l'analyse de marché, tu regardes où vont les tendances, quelles sont les prévisions à 3, 4, 5 ans. Mais si tu mets des concepts qui ne sont pas encore technologiquement avancés, donc la blockchain, pour moi, c'est encore un projet de recherche, il y a encore plein de choses à imaginer dessus, mais on a quand même aujourd'hui des use cases tout à fait fonctionnels, on est capable de tirer le fil intellectuellement, on est capable de dire ok, dans 5 ans on voit où ça en sera. Par contre, si tu prends l'informatique quantique ou tu prends la cryptographie homomorphique, qui sont des sujets qui sont encore là pour le coup vraiment à l'étape de R&D, le jour où ces technologies-là sont disponibles comme l'est la blockchain aujourd'hui, là en fait on rentre dans un monde inconnu. Ouais. Un monde qui bouge tellement vite qu'on n'est pas capable de l'anticiper et qui aura des implications probablement sur l'ensemble de la société, mais qu'aujourd'hui on n'est pas capable de les anticiper. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on arrive à... Est-ce que ces différentes communautés arrivent à communiquer entre elles? Est-ce que tu penses que... moi je trouve on peut caricaturer ou catégoriser un tout petit peu les communautés. Je dirais, par exemple, la communauté NFT, on la trouve beaucoup sur Twitter. La communauté Invest, aussi sur Twitter, mais pas les mêmes canaux, la communauté crypto, du moins. Après, il y a la communauté blockchain, qui est très corporate, qu'on trouve beaucoup sur LinkedIn, par contre. Et après, il y a toutes ces... surtout, l'un des médiums les plus utilisés, c'est aussi Discord, qui est aujourd'hui, peut-être pas qui est le moins pire de ce qui existe pour pouvoir discuter et pouvoir créer une communauté. Alors, en fait, chacun se retrouve sur les plateformes qu'ils utilisent déjà. Donc, le monde corporate est déjà sur LinkedIn. Évidemment, il utilise LinkedIn pour parler. Donc, tu as du contenu qui est créé spécialement pour LinkedIn. Tu as des influenceurs ou des éducateurs qui viennent occuper le terrain. Parce qu'en fait, la plateforme est une super surface de visibilité pour eux. Et donc, c'est pas du tout étonnant que, par exemple, des crypto-investisseurs, qui pour beaucoup sont anonymes ou souhaitent garder leur anonymat, sont sur Twitter, qui te demandent pas de doxer ton identité. Discord, un peu de la même manière. Donc, dans le monde d'avant, sur ce qu'on appelait IRC, c'est vraiment le Discord... le proto-Discord. Mais bon, en gros, Discord, c'est des channels et des gens qui se parlent. IRC, c'était exactement ça, un peu moins joli. T'avais des codes. T'avais des raccourcis, t'avais du jargon. Les gens arrivaient sans même se dire bonjour, ils disaient ASV, ça voulait dire adresse sexe ville, pour savoir qui t'es, d'où tu viens, t'es un garçon, t'es une fille. De même qu'aujourd'hui, quand tu débarques sur un Discord, les gens te disent JM, Hello Friends. C'est en fait un jargon qui participe à ce que je te disais tout à l'heure, la mythologie. Et il y a un truc que moi je trouve très fascinant aussi, c'est dans la construction d'une communauté. Et là, tu l'as abordé de manière très simple, mais il y a besoin d'avoir des codes, il y a besoin d'avoir aussi comment on appelle ça, des symboles. Oui. Est-ce que ça se crée un symbole ou est-ce que ça arrive? Ça se crée un symbole. D'accord. Totalement. Comment tu fais pour créer un symbole? Parfois par hasard, parfois c'est travaillé.
Mais si tu t'abstrais un petit peu, moi je regarde évidemment ce qui se passe dans les autres écosystèmes blockchain. Il y a énormément de choses très inspirantes, mais tu regardes quelqu'un comme Vitalik Buterin, le créateur, en tout cas la tête pensante derrière Ethereum, c'est quelqu'un c'est un personnage, c'est quasiment un mime. Le type est fascinant, il est brillant, il est jeune, extrêmement éloquent. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à lui. Il n'est pas du tout dans les codes classiques. Il a vraiment cassé les codes. Et il a une forme d'aura dans la blockchain de manière générale. À une moindre échelle, mais dans notre écosystème XRP Ledger, David Schwartz, qui est aujourd'hui le CTO de Ripple, quelqu'un de brillantissime. C'est un cryptographe, mathématicien qui, quand il s'exprime, tu vois, ça va très vite. En fait, je pense qu'il est devenu un symbole de l'écosystème XRP Ledger. Parce qu'il est dans une forme Mais les codes, d'excellence. Les mots, les mots, par exemple, je sais que dans la blockchain, il y a Dior, WAGMI, en fait, tous ces petits mots-clés ou ces choses qui sont propres un peu, qui permettent aux gens de se reconnaître entre eux. C'est quelque chose qui peut être créé, c'est-à-dire... ça a été créé. Hein, non, mais c'est-à-dire créé volontairement en disant, voilà, à partir de maintenant, ça sera ça, ou c'est plus du fait? Je sais pas. Par exemple, chez XRPL, est-ce que il y a cette volonté de créer peut-être des emblèmes, on le voit, hein, la France est connue pour la Tour Eiffel, et en fait, chaque pays a un peu un emblème, parce que ça fait partie de l'identité. Est-ce qu'on peut créer une identité sans emblème? Je pense que c'est une très bonne question. C'est quasiment une question de sociologie. Moi, j'arrive dans cette communauté XRP Ledger il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. La communauté a déjà 10 ans avant moi. Donc en fait, je m'inscris dans une communauté existante. Ce que je peux te dire, c'est évidemment, j'ai mis un petit moment à décoder les choses, à comprendre pourquoi tel chiffre était symbolique, pourquoi tel mot revenait souvent, qui étaient les sous-communautés dans la communauté, parce que pas parce que tu dis communauté crypto que tu as tout de suite un esprit de corps dans cette communauté. Chez nous, il y a une communauté de holders, donc des gens qui sont des investisseurs à titre individuel, qui ont acheté des tokens XRP et qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, qui sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres. Il y a une communauté de chercheurs très, très forte qui a été fédérée par UBRI, la University Blockchain Research Initiative aux États-Unis, qui est une autre fondation, mais qui est très active et qui a aidé un nombre de centres de recherche à se financer. Donc t'as plus d'une 50aine d'universités dans le monde qui ont lancé leur labo de recherche blockchain avec des financements d'UBRI. Donc en soi, tu vois, ça fait des centaines de chercheurs qui forment une communauté, qui ne sont pas du tout en lien avec les holders, pour le coup, qui travaillent sur des vrais sujets d'application, de recherche, comment on va utiliser le XRP Ledger demain, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans des domaines où le XRP Ledger n'est pas aujourd'hui, à une échelle industrielle, comme il peut l'être dans le paiement, par exemple. Et tu as d'autres communautés de gens qui viennent parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont des idées un peu en dehors des sentiers battus, et qui disent que, tiens, ils cherchaient une blockchain qui a une très faible empreinte carbone. Le XRP Ledger, c'est une blockchain qui est carbone neutre, et qui, par définition, a cherché à réduire son empreinte carbone. C'est-à-dire la raison pour laquelle le XRP Ledger existe, c'est une conversation sur Bitcoin Talk, qui est un forum de 2011, où un développeur Bitcoin dit, tiens, si on essayait de faire du Bitcoin, mais sans le mining. Et de cette conversation naît l'idée du XRP Ledger. C'est quoi On va prendre une pause et on en parle plus en détail dans la dernière partie. Avec plaisir. On est de retour et effectivement, comme tu viens de le dire, on a parlé de pas mal de choses, mais je pense que c'est ça aussi ce côté que moi je vais amener chez Domino's. C'est pas que un côté où on va que parler de technologie, mais on va parler de tout ce qui fait la technologie, et notamment cette notion de communauté. Comme toi tu te définis en tant que community builder, c'est de voir un peu quelle est l'essence d'une communauté, qu'est-ce qui fait qu'une communauté est une communauté, parce qu'elle a des codes communs, parce qu'elle a une histoire commune, parce qu'elle a un objectif commun.
Parce qu'au-delà de l'histoire, c'est bien aussi de savoir où est-ce qu'on va tous ensemble. Et sur cette partie-là, il y a une histoire qui est forte, c'est XRP. XRP actuellement, ce serait de comprendre, tu étais en train de définir un peu, le fait que XRP a été créé principalement, t'expliquer, sur un forum Bitcoin, sur lequel on parle et on dit que il serait peut-être intéressant de faire quelque chose autre que le Proof of Work. Oui, tout à fait. Donc c'est le point de départ historique du XRP Ledger. Donc en parallèle de cette conversation, se crée une boîte, Ripple, et puis c'est les développeurs qui travaillent sur cette idée de créer une blockchain sans mining. Et les gens de Ripple se rejoignent. En 2012, ils lancent le XRP Ledger. Donc fondamentalement, ce qui était, je pense, au cœur des préoccupations, c'était d'avoir une blockchain avec une monnaie préminée, donc, et un système de consensus qui serve à ordonnancer les transactions. De pouvoir dire, on se met d'accord sur l'ordre dans lequel les transactions vont passer, et on stocke ça dans une blockchain. La première application du XRP Ledger, ça a été le paiement. Okay. Et Ripple a déployé, donc Ripple a à sa tête un management formé Silicon Valley, des anciens de Yahoo, des gens qui sont très forts dans le scaling de projets technologiques. Ouais. Donc ils lancent leur service. Je ne connais pas les chiffres du tout aujourd'hui de Ripple, mais ils ont, je crois, aux alentours de 300 ou 400 clients institutionnels, banques, finances, assurances, rémittances, qui utilisent le XRP Ledger comme protocole sous-jacent. D'accord. Pour nombre d'entre eux, ils ne savent même pas qu'ils utilisent le XRP Ledger. Okay. Ils utilisent une solution de Ripple, un outil SaaS. Donc en termes de volume, c'est quand même aujourd'hui impressionnant. Je ne sais plus si c'est la 5e ou la 6e blockchain en termes de market cap. Market cap, ouais. Elle fait partie du top 10. Totalement partie du top 10 depuis longtemps. Elle n'a jamais connu de problème technologique majeur, jamais tombé, jamais eu de goulot d'étranglement qui fait qu'on ne pouvait plus passer de transactions. Globalement, elle a été créée avec cette idée d'être appliquée au business dès le départ. C'est-à-dire avoir une blockchain qui puisse être utilisée dans le retail, dans la finance, et qui doucement en fait a créé son écosystème et des nouveaux cas d'usage qui sont apparus. Je ne vais pas les citer tous ici, mais on publie un mapping des startups qui ont construit sur le XRP Ledger. On en a dénombré plus d'une centaine, avec des cas d'usage liés à la finance, d'autres liés aux institutions gouvernementales, d'autres liés à de la preuve, de l'horodatage, pouvoir dire tel événement est arrivé à tel moment et de pouvoir s'en réclamer la paternité. Voilà, on voit cet écosystème grossir, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est amener à l'écosystème de nouveaux porteurs de projets, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux développeurs. Et pour ça, on a ce programme Aquarium, qui est une résidence très inspirée par les résidences d'artistes. Ouais. Parce que je suis je crois fermement que la création se passe avec une notion de temps et d'espace concentré. Ouais. Donc pour être un créateur, c'est d'ailleurs pour ça que les résidences d'artistes existent, il faut pouvoir se retirer un moment et se concentrer sur sa création, se dédier à sa création. Et donc la résidence qu'on a créée, Aquarium, c'est 3 mois pour 10 porteurs de projets, moitié technique, moitié pas technique, qui viennent avec des idées, et nous on structure ce programme autour de l'inspiration, de la connaissance et de la mise en pratique. Et donc pendant 3 mois, qu'est-ce qui est offert ? C'est-à-dire c'est juste ils viennent se retrouver, Alors l'idée c'est d'avoir un programme où les porteurs de projets et les développeurs ont besoin de se préoccuper de rien, et d'avoir un programme le plus divers possible. Donc on ne veut pas juste avoir des Parisiens, parce que donc on propose de travailler au même endroit, dans nos bureaux à Paris, rue Beaubourg. Mais l'idée, c'est qu'on va inviter des gens du monde entier à déposer des dossiers de candidature, dans la mesure où
Le programme dure 3 mois. Il faut être capable de s'extraire de son quotidien pendant 3 mois. Mais pendant 3 mois, on va offrir un parcours où on prend en charge le voyage, l'hébergement, et on fournit ce qu'on appelle un per diem, donc de quoi vivre à Paris. Et pendant tout ce temps, les gens peuvent se concentrer sur leur projet. On va aussi essayer de faire une forme de matchmaking, d'appairer entre les porteurs de projets et les développeurs, pour avoir des équipes un peu bicéphales, des techniciens, des visionnaires. Parfois, ce sera des techniciens visionnaires, et d'avoir un roulement par thématique. Donc, cette première thématique qu'on a choisie, c'est la régénération. Dans le monde de la DeFi, on est arrivé à un moment, je pense, où un certain nombre de porteurs de projets se sont rendus compte que la DeFi reproduisait pour beaucoup les travers de la finance traditionnelle, et est né un nouveau concept de ReFi, Regenerative Finance. Donc, utiliser toutes les briques de la finance décentralisée pour créer des externalités positives qui ne soient pas financières. Et le monde de la régénération est aussi en train de se structurer, et ça nous est apparu assez évident qu'on pouvait être un pont entre ces deux mondes. DeFi, régénération. Et donc, on voudrait accompagner des projets qui font ce qu'on appelle du replanting, c'est-à-dire de la régénération des sols, d'agriculture, de l'éducation, du développement des tissus économiques locaux, là où aujourd'hui il n'y a pas forcément ni les moyens ni les infrastructures. Donc évidemment, ce n'est pas forcément des projets qui vont être faits en France. Il y a d'autres endroits où les infrastructures de paiement sont défaillantes, où la capacité d'accéder à du crédit n'est pas forcément simple. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est accompagner ces porteurs de projets. Et comment ces porteurs de projets-là postulent ? Alors, on a un site internet aujourd'hui, xrplcommons.org/residency. D'accord. Et donc, il y a un petit formulaire. Aujourd'hui, c'est un formulaire de prise de contact pour pouvoir un peu échanger avec les porteurs de projets ou les développeurs. Et ce premier batch qui va démarrer le 2 octobre, on a la capacité de déposer un dossier jusqu'au 31 août. Et du coup, est-ce qu'il y a un background que la personne doit avoir ? Est-ce qu'il y a des choses très précises qu'elle doit avoir dans son CV ? Est-ce qu'elle doit déjà avoir créé quelque chose ? Est-ce qu'elle doit savoir coder ? Quelles sont les bases pour ça ? Alors, pour les développeurs, pour les profils développeurs, on veut pas on n'est pas une école de code. Les gens ne viennent pas apprendre à coder chez nous. En revanche, ils peuvent venir avec un background technique et ne pas connaître le XRP Ledger. Nous, ce qu'on va apporter, c'est toute la connaissance technique du XRP Ledger. Comment on l'utilise, comment on l'utilise à bon escient, comment est-ce qu'on architecture son logiciel de manière élégante. On va avoir tout un parcours sur apprendre à utiliser le XRP Ledger. On a un autre parcours qui sont en fait des parcours parallèles qui vont arriver en même temps et au même endroit pour les porteurs de projets qui vont être plutôt autour d'avoir une culture générale blockchain sur la théorie des jeux et avoir une culture générale régénération. Donc on fait ça en partenariat avec une entreprise de gens extrêmement experts sur le sujet de la régénération. Ça s'appelle Standard Deviation, qui sont des gens que j'ai rencontrés en Silicon Valley, mais qui aujourd'hui vivent en Europe. Et donc, eux apportent cette brique expertise sur la régénération. Et ce qu'on veut, c'est amener ensemble les porteurs de projets, les développeurs, à se sentir très, très à l'aise sur les sujets à la fois blockchain, Web3, usage de la blockchain, et les sujets régénération. Et au bout, donc 3 mois, ça fait 12 semaines. Et donc, au bout de 4-5 semaines, déjà, être en capacité de passer en mode on se relève les manches et on commence à travailler sur un projet. Donc, il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de CV idéal. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens extrêmement motivés qui mettent de l'intention dans leur projet. Cette notion d'intention, pour moi, elle est fondamentale. Elle dirige tout ce que moi, je fais et j'attends la même chose des gens avec qui je travaille et des gens que je veux accompagner. Donc, être extrêmement intentionnel dans ces projets. Et l'idée, c'est pas juste utiliser de la technologie parce que c'est chouette. La technologie pour la technologie, ça m'intéresse pas beaucoup. En revanche, ce qu'on veut, c'est résoudre des vraies problématiques du monde réel. Dans la régénération, on en a listé un certain nombre. Si les gens viennent avec des idées de projets très précis, on est ravis. S'ils viennent juste avec de la motivation, un grand sourire, une tête bien faite, on ouvre notre catalogue d'idées et ils peuvent piocher dedans pour se dire « Ok, je voudrais travailler sur ce sujet-là parce que c'est... » Et est-ce que ce sur quoi ils vont travailler, ce devra d'être en open source ou c'est à titre personnel ? Alors la résidence, elle produit
100% de ces projets en open source. Donc tout ce qui va être produit sera ouvert, on veut ce qu'on appelle build in public, donc travailler de manière ouverte pour que les gens puissent consulter, savoir, accompagner. Et parce que dans cette notion de communauté, travailler à livre ouvert pour sa communauté, c'est extrêmement puissant parce que d'un coup, les gens se proposent spontanément d'aider. Donc de pouvoir travailler main dans la main avec notre communauté, ça me semble pertinent. En revanche, à l'issue des 3 mois, ils ont un premier livrable qui est ce que moi j'appelle un MVP, un Minimum Viable Product, un prototype de projet, quelque chose qui dit, bah voilà, je suis parti d'une idée, j'ai un outil qui peut probablement se transformer, peut-être en entreprise, peut-être en projet solidaire, peu importe le devenir de ce projet, nous on les amène jusque-là. Et ensuite, si c'est pertinent, on veut les accompagner dans le reste de notre écosystème de support avec un programme de grant. Donc ce programme de grant, il existe déjà. Il soutient des projets technologiques qui ont déjà une équipe technique et qui ont déjà au moins un proto. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les amener à ce moment où ils ont constitué une équipe et un proto et se dire, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de déposer un dossier de grant ? Et si on a réussi notre pari, on a des équipes qui sont à la fois business et techniques, qui sont en capacité de grossir. Et le programme de grants, sa vocation, c'est exactement ça, c'est faire grossir. Donc nous, on est la partie leap of faith. Je parie sur moi-même pendant 3 mois que je vais arriver à mener à bien un projet pour en faire un proto. Et ensuite, nous, on sera extrêmement bienveillant avec ces projets pour qu'ils puissent accéder à la suite logique des aides de notre écosystème. Ok, top. Et du coup, je pense que tout le monde en voudrait si on n'en parle pas du tout. Mais on a beaucoup parlé de XRPL, mais aujourd'hui, dans les médias, on entend parler de XRP à toutes les sauces. Loin de moi l'idée de simplement être bullish ou voir où est-ce qu'il faut ou avoir des idées croustillantes. Mais ce que je veux, c'est comment est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs des éléments pour qu'ils puissent comprendre cette actualité, comprendre ce qui se passe réellement et comprendre l'enjeu qui est en place. Alors, je vais essayer du mieux que je peux. Bon, d'abord, je suis pas ni juriste ni avocat. Ce que je raconte n'engage que moi et ne parle pas du tout pour ni. Et ce n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas un conseil en investissement, absolument pas. Mais surtout, ça n'engage pas le reste de mon écosystème, à savoir Ripple ou les gens avec qui je travaille. Vraiment, c'est mon avis, l'avis de David Picheri. Déjà pour le contexte, il y a un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, la SEC, donc le régulateur des marchés financiers américains, a intenté un procès à Ripple, donc à la société américaine Ripple Labs, qui est aux États-Unis, Pas de souci. Je vais utiliser les bons mots parce que Vas-y. Donc la SEC, le régulateur financier américain, a intenté un procès à Ripple qui a émis le token XRP, donc le jeton XRP, en prétendant que le XRP est une security, donc un outil financier qui rentre dans un cadre légal bien précis et un cadre fiscal bien précis. En français, une valeur mobilière. Une valeur mobilière, exactement. Ripple a répondu, et c'est le point de vue de Ripple, que le XRP est une commodité. Donc en fait, un outil qui sert uniquement à effectuer des échanges sur la chaîne. Ce que je pense, moi, n'a aucune forme d'intérêt dans cette conversation. Je suis un commentateur, mais c'est juste pour donner le contexte. La procédure est en cours du coup depuis 2 ans et demi. Sur Internet, évidemment que les réactions sont vives, les commentateurs s'en donnent à cœur joie. La réaction du marché a été quand même assez triste, puisque les exchanges principaux, les plateformes sur lesquelles on peut lister les tokens, ont délisté le XRP. Et donc l'écosystème XRP Ledger s'est retrouvé un peu ostracisé, montré du doigt, et les plateformes de DeFi, les plateformes financières voulaient plus trop échanger avec l'écosystème XRP Ledger et le XRP parce qu'ils avaient peur d'être eux-mêmes pointés du doigt. Sous le radar de la SEC.
Exactement. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Entre-temps, la SEC a snipé tous les acteurs de la DeFi aux États-Unis. Et donc, ça a déjà créé, je pense, une forme de solidarité entre les acteurs blockchain, au moins les Américains, mais plus globalement, je pense que tout le monde se sent quand même un tout petit peu concerné, parce qu'on parle d'effet domino, là, pour le coup. Si le XRP était reconnu une security, par le régulateur américain, ça aurait un effet par capillarité sur toutes les autres cryptos, tous les autres altcoins. Ça créerait une jurisprudence qui, dans le droit, est sur cette base, on peut l'appliquer du coup à tel projet, tel projet, tel projet. Donc, on attendait depuis un certain temps une décision de la juge Torres, qui est la juge en charge du dossier. Et la décision qui est apparue là, qui est un rapport préliminaire, qui n'est pas une décision finale, mais un rapport préliminaire, indique que le XRP n'est pas une security. Dans le cadre de ces transactions entre 2 parties qui ne sont pas en direct connectées dans leur transaction. Notamment sur le fait qu'à partir du moment où le XRP est sur le marché secondaire, donc à ce moment-là, n'est pas une security. Exactement. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que du coup, quand tu lances une tartine, en général, elle retombe du côté de la confiture. Là, elle retombe du bon côté. Et notamment parce que même dans le contexte, il y a aussi Coinbase, qui est sous l'égide de la SEC. Et il y a eu cette problématique où la SEC disait c'est des securities pour d'autres sujets. Coinbase disait non, c'en est pas. La SEC dit si. La Coinbase dit définissez ce que c'est qu'une security. Et la SEC, on définira ce que c'est qu'une security, mais n'arrivez pas à le définir maintenant. Donc là, est-ce qu'on arrive peut-être enfin dans quelque chose qui va permettre de mettre un cadre un peu plus pertinent sur le monde du Web3 et permettre réellement en fait, d'avancer au final? Plus pertinent, je ne sais pas, plus clair. Plus clair, okay. C'est la volonté de tout le monde, je pense. En tout cas, de tous les acteurs de la finance décentralisée, et en particulier aux États-Unis. Donc en France, on a la chance d'avoir un régulateur qui veut donner un cadre clair, pas forcément permissif, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas très clair. Aux États-Unis, pour des raisons que j'ignore, probablement politiques, il y a des enjeux qui me dépassent, je ne saurais pas les qualifier, mais le régulateur américain n'a pas donné et n'a pas souhaité donner de cadre clair. Et donc, un acteur comme Coinbase a demandé dès le départ, au moment de s'incorporer aux États-Unis, une lettre de la part de la SEC pour dire est-ce que vous pensez qu'on fait bien les choses, oui ou non. Et la SEC a dit on ne se prononce pas, mais quelques mois plus tard, la SEC les assigne au tribunal également. Donc il y a cette volonté des acteurs de bien faire, de dire dites-nous si on est dans les clous ou pas, est-ce que voilà. Et le régulateur, plutôt que de communiquer, d'instruire les dossiers et de répondre, oui ou non, vous êtes dans votre bon droit ou pas, le régulateur a directement attaqué. Donc c'est à mon avis, au détriment de l'écosystème que c'est en train de se faire, parce que du coup, les acteurs américains sont plutôt en train de se rabattre sur l'Europe. Ouais, et la confiance s'effrite. La confiance s'effrite. Personne n'aime opérer dans un contexte pas clair. Donc Ripple a été un des premiers militants. Alors certains diront il défendait leur cas. Oui, certes, mais le CEO de Ripple, je pense, a été la personne la plus visible et la plus vocale sur le sujet de donner de la clarté à l'écosystème crypto. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce qui va tout doucement démarrer aux États-Unis avec des consultations collectives, avec, je pense, une forme de solidarité entre les acteurs. Et donc moi, je suis assez optimiste. Je pense que d'ici quelques années, on verra un cadre de régulation hyper clair sur les cryptos aux États-Unis. En attendant, c'est une opportunité pour l'Europe, et je pense que la France l'a bien compris, de donner un cadre clair pour que les acteurs viennent opérer ici. Alors les acteurs, pour une partie, avaient pas forcément une image très à la pointe ou très positive de la France, de son cadre social, de toute la notion de service public qui aux États-Unis n'est pas forcément présente. Pour moi, c'était très important d'être incorporé en France, d'avoir une entité française, d'avoir des salaires en France, d'opérer depuis la France, parce que c'est
c'est là où j'ai grandi, c'est là où je voulais vivre pour les prochaines années. Et c'est doucement devenu en fait the place to be. Ouais. Mais tu sais, un truc drôle à titre personnel, lorsqu'il y avait cette question qui était est-ce que on doit mettre plus de régulation ou non, moi je faisais partie de ceux qui étaient en mode non, la blockchain doit être authentique, mettre de la régulation ça va freiner l'innovation, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais totalement tort parce que mettre de la régulation a créé plus de confiance, créé plus d'investissement et en fait a accéléré les choses et a permis à ce que la France devienne un hub et encore plus qu'elle influe même sur l'Europe, avec notamment Mika qui s'inscrit beaucoup de notre politique. Du coup, au final, j'avais totalement tort sur le fait de la régulation. Aujourd'hui, je pense que le fait de mettre de la clarté, comme tu l'as très bien dit, permet réellement de savoir où est-ce qu'on met les pieds et de savoir comment est-ce qu'on avance réellement sans trop être... Je pense déjà qu'on a un biais en Europe qui est qu'en fait, on a des institutions encore très, très fortes, on a des pouvoirs centralisés très forts, mais globalement, ça marche. Hein, même si on peut avoir une forme de défiance, même si on voit qu'il y a des mouvements sociaux, même si globalement, mes économies, elles sont en euros, je suis très à l'aise avec le fait que mes économies sont en euros. Ouais. Je pense que c'est pas forcément le cas d'autres pays. Pour avoir beaucoup de copains argentins, c'est des amitiés qui se sont faites dans les années 2000, à l'époque où eux avaient quitté l'Argentine. Ouais. Je découvrais ce que c'était que le cortadito. Je me disais, c'est pas possible. En fait, t'as de l'argent à la banque, de l'argent gagné de manière tout à fait honnête, sur lequel t'as payé tes impôts. L'argent est à la banque et du jour au lendemain, la banque te dit, bah non, tu peux plus avoir accès à ton argent. Ouais, donc ça, c'est une rupture totale dans la confiance des institutions. Ouais. Et donc, c'est des générations qui sont marquées. Ouais. En France, on a certes, je pense, on challenge nos institutions, mais on n'est pas du tout à un point où nos institutions sont en mode rupture. Ouais. Donc, on n'a pas forcément le même point de vue, ouais. La même ardeur, la même défiance vis-à-vis des institutions, mais le régulateur a compris qu'il fallait donner un cadre pour attirer les capitaux, attirer les entrepreneurs. Un pays comme le Portugal a très très bien joué ses cartes. Mais tu regardes d'autres écosystèmes startup, en Europe, ils sont aussi en train de se structurer et en train de donner des conditions claires pour les opérateurs. C'est top. Du coup, David, je te laisse nous donner le mot de la fin. Eh ben, d'abord, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi d'être venu. Pour nous, c'est un début encore. Ouais. XRPL Commons, on existe depuis bientôt 4 mois, donc on est des nouveaux venus dans l'écosystème. On a, je pense, une vision très long terme de ce qu'on veut faire. J'invite tous les gens qui ont des questions, qui se positionnent sur le XRP Ledger, c'est pas clair pour moi et j'aimerais en savoir plus, à se documenter. On est en train de créer des formations, on est en train de mettre en ligne des vidéos. La documentation du protocole est extrêmement complète, extrêmement bien faite. Si vous êtes un développeur et vous vous dites tiens, j'aimerais bien toucher un peu le XRP Ledger pour voir comment ça fonctionne, il y a un portail qui s'appelle learn.xrpl.org qui est assez bien fait avec quelques jeux pour se mettre en jambes pour découvrir le XRP Ledger. Et ensuite, les programmes que nous, on va lancer, il y a d'abord un certain nombre de programmes éducatifs. On va commencer à enseigner la blockchain dans plusieurs universités françaises. Ouais. On a rejoint le programme Chaise, qui est une émanation de la Commission européenne pour pouvoir influer sur comment la blockchain va être enseignée à l'échelle européenne, pour être sûr que le cadre est bien posé. Un certain nombre d'enjeux d'éducation avec lesquels je serais content qu'on continue de discuter, toi et moi. Totalement. Puis après, il y a, je pense, pour des organisations plus grandes, des grandes entreprises cotées, qui se posent la question de comment la blockchain peut créer de la valeur dans notre contexte. On a une équipe, nous, qui part à la rencontre des COMEX pour avoir une conversation plutôt haut niveau sur les enjeux de la blockchain et la valeur que la blockchain peut créer. Mot de la fin, pour conclure ce mot de la fin, la résidence Aquarium. Ouais. Voilà, si vous êtes un développeur ou un porteur de projet, que vous dites que 3 mois dans votre vie, ça serait
pertinent de les dédier à ce projet-là, déposez un dossier sur xrpl-commons.org/residency. Top. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Samuel. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.